Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi 24 novembre. Pas vraiment d'annonce, mais l'affirmation de la continuité. François Fillon galvanise son camp qui lui offre en échange une standing ovation, édition spéciale après le discours de politique générale du Premier ministre pour lequel, bien sûr, il a reçu il y a un instant la confiance de l'Assemblée nationale. La rigueur budgétaire réaffirmée en France, mais plusieurs pays sous tension sociale, grève générale largement suivie aujourd'hui au Portugal, quasi paralysée, nouvelle manifestation spectaculaire d'étudiants en Grande-Bretagne. De l'Union européenne aux associations de malades, la même exigence s'exprime en faveur d'une information fiable et indépendante sur les médicaments. Les sénateurs communistes réclament une commission d'information sur les ravages du Mediator. Consécration donc pour François Fillon pour son deuxième discours de politique générale à l'Assemblée nationale. La majorité, à qui il doit en partie sa reconduction, lui a réservé des applaudissements nourris, avec surtout un démarrage sur les chapeaux de roue. On a vu le Premier ministre porté par ses supporters, un peu comme dans un stade. Récit de Marie Brémaud. L'entrée du capitaine fut généreusement saluée. En retour, François Fillon dédia ses premiers mots à ses fervents supporters. J'ai l'honneur de servir notre pays sous l'autorité du président de la République en m'appuyant sur une majorité à laquelle je voudrais ce soir rendre hommage. Très en forme et en verve, le Premier ministre s'est même osé à quelques envolées lyriques. On ne va pas au vrai par une route oblique, écrivait Victor Hugo. La route, François Fillon, il la voit clairement aux côtés des élus UMP qu'il a voulu mobiliser. Il s'agit de tenir ensemble un cap. Tenir le cap. Durant les 10 premières minutes à tribord, les députés se sont clairement manifestés. Et puis peu à peu, nombreux sont ceux à avoir lâché la barre. François Fillon a alors tenté de réchauffer l'atmosphère du côté de l'opposition. C'est étonnant de voir l'impatience qu'il y a sur les rangs de la gauche à voir mis en œuvre une réforme que la plupart d'entre eux ont combattue et n'ont pas votée. Le nouveau patron de l'UMP avait promis à François Fillon un soutien digne d'une rockstar. Le show n'a pas tenu ses promesses. À l'Assemblée, très vite, ce fut le calme plat. Sait-on jamais peut-être avant la tempête. Peu d'annonces fortes en fait dans un discours vantant avant tout la continuité, la durée, mais l'affirmation que l'élan de la réforme était intact. Compte rendu avec Sophie Normand. Nicolas Sarkozy avait annoncé un débat sur la dépendance. François Fillon l'élargit à toute la protection sociale et y associe les acteurs privés, mutuelles et assurances. Cette concertation devra examiner les voies et les moyens de réguler les dépenses de santé, de fixer la part des régimes obligatoires et complémentaires et de diversifier les modes de financement. L'une des priorités du gouvernement, relancer la croissance. Il faut donc pour François Fillon renforcer la compétitivité des secteurs stratégiques. Le transport, l'aéronautique, la construction automobile, l'agroalimentaire, l'énergie nucléaire, voilà les atouts de la France sur lesquels nous allons miser. La France proposera à l'Union européenne la création de 2 fonds européens, l'un de capital risque en faveur des entreprises innovantes, l'autre de brevets pour valoriser les résultats de la recherche. La croissance passe aussi par l'emploi, celui des jeunes et d'une meilleure insertion professionnelle. François Fillon mise notamment sur l'alternance. Aujourd'hui, nous avons environ 600 000 jeunes en alternance. Eh bien, nous nous fixons l'objectif de doubler ce chiffre. En matière de justice, François Fillon ouvre le débat sur la place des jurys populaires. Quels délits peuvent donner lieu à des formations de jugement impliquant la participation d'assesseurs issus de la société civile? Faut-il envisager un seuil de gravité? Est-ce en première instance ou seulement en appel? Il a également évoqué la présence de citoyens aux côtés des juges lors des décisions de libération conditionnelle, ajoutant un nouveau thème de réflexion, le fonctionnement des cours d'assises. Quelques réactions politiques. Écoutons tour à tour François Hollande et puis François Bayrou. Il est apparu, et c'est bien sa responsabilité, comme un Premier ministre de continuité. D'où la question qui se pose, pourquoi ce qui n'a pas marché depuis 3 ans et demi
pourrait donner des résultats pour les 18 mois qui restent. C'est un discours qui se heurte à une contradiction très forte, qui est la situation dans le pays, c'est-à-dire la réalité des choses comme elle est. Propos recueillis par Aurélien Romano et Margot Aubriot. Dans un instant, notre débat avec nos invités sur ce plateau. Philippe Goujon, Jean-René Le Serre pour l'UMP, Didier Guillaume pour le Parti Socialiste et Jacqueline Gouraud pour le MoDem. Bonsoir à tous et à tout à l'heure. Alors que François Fillon parlait donc à l'Assemblée nationale, Alain Juppé, lui, a lu la déclaration de politique générale devant le Sénat en présence d'une partie des ministres. Demain, le Premier ministre viendra lui-même au Sénat pour un discours plus court avant de demander l'approbation par un vote. Autre démarche en direction des sénateurs. Les élus UMP, en tout cas, dont le président Gérard Longuet déplore l'élimination de la famille libérale du gouvernement, ont été reçus aujourd'hui à la mi-journée par Nicolas Sarkozy. Il leur a dit exclure toute nouvelle tranche d'impôt sur les hauts revenus dans le cadre de la réforme de la fiscalité, qu'a dit par ailleurs le chef de l'État pour apaiser le malaise des sénateurs de la majorité qui estiment ne pas être pris suffisamment en considération. Fabrice Cunet. Le rendez-vous est devenu une habitude, mais le contexte cette fois est particulier. Quelques jours seulement après un remaniement diversement apprécié. Alors Nicolas Sarkozy a choisi de changer la forme. Fini les longs discours. On a joué au jeu des questions-réponses. Donc chacun des sénateurs qui souhaitait lui poser une question, lui a posé une question sur son sujet de prédilection. Et il a su répondre à tout, à sa façon, c'est-à-dire avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'humour également. De quoi satisfaire les sénateurs UMP, souvent critiques, à l'image de leur président de groupe, déçus de son absence du gouvernement Fillon 2. Il fallait peut-être justement mettre un peu de baume sur le cœur, et on a un président de groupe qui est très talentueux, et il y a eu un hommage appuyé à Gérard Longuet, ce qui était une très bonne chose. S'il a beaucoup été question du Grand Paris, de l'Irlande ou de la fiscalité, Nicolas Sarkozy a aussi réclamé la fin de la guerre des égaux à l'UMP. Plus de retenue dans des petites déclarations qui sont des déclarations personnelles. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un d'important, je voudrais qu'on me respecte, on ne parle pas assez. Tout ça, c'est un peu dépassé. Certains au sein de la majorité apprécieront, mais ce midi, il était bien question de mettre les sénateurs en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales, à commencer par les cantonales de mars et les sénatoriales de septembre prochain. Le rival malheureux de François Fillon pour Matignon va quitter la vice-présidence de l'UMP, mais Jean-Louis Borloo reste néanmoins membre du parti présidentiel. Après la première plainte déposée au pénal contre les laboratoires Servier par la famille d'une victime, le Parti communiste demande aujourd'hui la création d'une mission d'information sur le Mediator, demande formulée par les sénateurs communistes. Écoutons François Autain qui dénonce depuis toujours le poids des laboratoires dans la société. Il a fallu attendre 2009, c'est-à-dire 10 ans, pour retirer ce médicament du marché alors qu'on savait qu'il était particulièrement toxique. Pourquoi a-t-il fallu attendre 10 ans alors que, je le répète, l'Espagne, l'Italie ont retiré ce médicament dès 2003 ? Voilà, question donc posée par le groupe communiste, mais également par le parquet qui se saisit de ce dossier. À suivre, le débat donc autour du discours de politique générale de François Fillon. Allez, je vous présente à nouveau les personnes qui sont avec nous. Jean-René Le Serre, bonsoir, sénateur UMP du Nord et membre du nouveau mouvement créé autour de Jean-Pierre Raffarin, République et Territoire. Donc vous étiez favorable à un changement de Premier ministre. Bon, disons que nous étions favorables à ce qu'il y ait un véritable changement. Alors peut-être que le véritable changement peut se faire avec le même Premier ministre. En tout cas, c'est un discours de courage que l'on a eu aujourd'hui. Oui. Attendez, on va rentrer dans le vif du débat dans un instant. Mais quand même, vous avez noté, vous me le disiez il y a un instant, que François Fillon a pris soin de citer Jean-Louis Borloo combien de fois? Je pense qu'il n'a pas cité le nom de son concurrent, mais c'est bien normal après tout. Il n'a pas cité, non. Du tout. Aucune fois. Hein. Non, mais je pense que... Vous le regrettez ? Non, là n'est pas l'importance. Vous savez, autour de Jean-Pierre Raffarin, le groupe que nous avons constitué, qui est d'ailleurs un groupe à l'intérieur du groupe UMP, il a pour
pour principal objectif de dire il y a eu une révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle rééquilibre les pouvoirs entre exécutif et législatif. Il faut les rééquilibrer vraiment. Et il faut que le Parlement exerce de véritables pouvoirs. Ah oui. Et le Sénat dans le Parlement. J'étais avec Jacqueline Gouraud, par exemple, à la commission mixte paritaire sur la révision territoriale, la réforme territoriale. Nous n'avons pas été contents de ce qui s'est passé en commission mixte paritaire. Eh bien voilà ce que nous avons dit au président. Très bien. Nous avait Allez, reçu avant-hier. on en reparle tous ensemble tout de suite. Avec nous également Didier Guillaume, donc je le disais, sénateur socialiste de la Drôme, Jacqueline Gouraud, sénatrice centriste, barouiste, on va dire, si vous êtes d'accord, du Loir-et-Cher. Et puis Philippe Goujon, donc député UMP et patron de la Fédération de Paris, du parti majoritaire. Vous pouvez Réélu répondre... récemment d'ailleurs. Réélu récemment, élu récemment. Et vous pouvez dire à votre voisin peut-être que François Fillon, s'il n'a pas cité Jean-Louis Borloo, il a cité le Grenelle de l'environnement qui sera appliqué dans sa totalité. Philippe Goujon, est-ce que pour vous, aujourd'hui, l'exercice du Premier ministre était en quelque sorte une revanche? Non, il ne s'agit pas de revanche, il s'agit de démontrer, je crois que le Premier ministre l'a fait, que ce gouvernement a une aptitude à réformer sous l'autorité du président de la République depuis l'élection du président. Il y a une continuité, effectivement, une continuité dans la réforme. Et c'est ça qui me paraît important, notamment sur 3 enjeux essentiels, qui sont la croissance au service de l'emploi, c'est ce qu'a dit le Premier ministre, la cohésion sociale et puis la cohésion républicaine aussi, pour le rétablissement de l'autorité. Donc voilà, ce sont ces 3 domaines dans lesquels le gouvernement réforme. Je crois qu'il y a 2 défis majeurs depuis 2007. Premièrement, moderniser la France, avec un très grand nombre de réformes qui ont été menées et qu'il faut remettre en perspective, comme ça a été le cas dans ce discours, et puis aussi, bien sûr, faire face à la crise la plus grave que notre pays connaît depuis la crise de 29. Didier Guillaume, comment est-ce que vous avez reçu ce discours de politique générale du Premier ministre? J'ai été assez déçu, évidemment, mais déçu non pas comme une posture politicienne, déçu parce que c'était un président UMP qui s'adressait aux députés, aux sénateurs RPR. Plutôt que de s'adresser à la France. Aujourd'hui, faire croire à nos concitoyens que les choses vont mieux quand il y a de la précarité, quand le RSA augmente, quand le nombre de chômeurs augmente et quand nos concitoyens n'ont pas de logement, je pense que c'est une mauvaise farce. Il est venu avec une note du Père Noël, mais c'était vraiment le Père Fouettard qui était là. Et je pense que c'est dommage parce qu'il est venu avec un catalogue. Un catalogue, on a cité beaucoup de ministres, d'ailleurs certains n'ont pas été cités, cité un certain nombre de mesures, comme si c'était un nouveau gouvernement qui venait de gagner des élections. Mais cette majorité est en place en France depuis 2002. Ce Premier ministre est au poste aux affaires avec M. Sarkozy depuis 2007. Ils ne vont pas nous faire croire que c'est du changement dans la continuité. Non, c'est du non-changement dans la continuité. Je crois que notre collègue n'a pas les bons chiffres, les bons éléments. Il faut quand même être objectif. Il faut savoir que nous avons un taux de chômage certes important. La crise nous a frappés, mais qui est près... la moitié moindre d'autres pays européens, que nous avons un taux de croissance qui est supérieur à la moyenne européenne. Les Français ne s'en aperçoivent pas. Oui, mais c'est la réalité. Non, mais les Français ne s'en aperçoivent pas. Ce que vous dites ne veut rien dire. Il y a des éléments qui montrent que nous sommes dans la bonne voie et que ce pays, par les réformes nombreuses qui sont menées notamment en matière économique, améliore les choses. Vous parlez du RSA, c'est une création de ce gouvernement, par exemple. Bien sûr. Donc je crois qu'il faut aussi dire les choses. Est-ce que vous avez été sensible à ce message, peut-être à destination des centristes, puisqu'on a entendu le Premier ministre insister sur l'impératif de cohésion sociale. Il a cité le logement, la politique de la ville, qu'il compte renforcer. Oui, je ne mets pas en doute, la volonté du Premier ministre de relever la situation de la France qui est difficile. Mais il faut bien dire quand même que nous avons eu, ça va vite, la vie politique, ça zappe vite. Nous avons eu récemment la formation d'un nouveau gouvernement et on ne peut pas quand même dire qu'il y ait eu véritablement, changement, modernisation, ouverture, etc. Quand je dis ouverture, c'est même ouverture au sein de la majorité, si je puis dire. Car tous les gens qui sont autour de la table font de la politique suffisamment depuis longtemps pour voir que c'est au contraire un resserrement sur la famille politique qui est la sienne et qui est celle du président de la République. Et on a vu encore... Mais je veux dire, je ne trouve pas ça anormal d'ailleurs.
Attendez, si vous voulez. Collègue Mercier qui est garde des Sceaux, c'est quand même oui, un très bien. signe Alors aussi il y a assez Mercier fort, qui est garde des Sceaux, et puis il y a Maurice Leroy qui est, je vous le dis avant que vous me le disiez. Non, mais voilà. Donc, mais c'est deux. Il y a de nouveaux très bien. Mais si vous permettez, qui rentrent dans le gouvernement. J'ai pas fini, monsieur. Je voulais dire qu'à la limite, ça me semble normal. Ce que je comprends pas, puisque vous parliez des centristes, c'est que les centristes qui sont à l'intérieur de l'UMP ou qui sont à l'intérieur de la majorité et toujours prêts à suivre la majorité malgré les grandes déclarations, je ne comprends pas qu'ils n'aient pas encore compris. Parce que moi, je remonte un peu loin, excusez-moi, mais en 2002, quand il y a eu la création de l'UMP, un certain nombre de nos camarades nous ont dit on va rentrer, n'est-ce pas, dans le parti avec le RPR pour créer l'UMP et on va changer la politique de la France et on va partager le pouvoir. Ben, force est de constater aujourd'hui, n'est-ce pas, que ça n'est pas ça, ça n'est pas le résultat. D'ailleurs, moi, je n'y ai jamais cru. Donc, je ne fais pas le reproche. Vous constatez l'échec des centristes qui sont entrés dans la majorité. Écoutez, je crois que ceux qui sont rentrés au gouvernement, n'est-ce pas, c'est quelqu'un, comme vous le citez, Michel Mercier, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, et il le sait, qui est devenu garde des Sceaux. Je crois qu'il l'est par sa propre personnalité et la mission qu'il a jouée au centriste. Oui, au moins lui, il ne renie pas ses origines, c'est déjà ça. Mais, je veux dire, il y est parce que c'est une personnalité importante, il a des qualités, il a su jouer au Sénat un rôle important pour la majorité. Il se trouve qu'il est centriste. Ça donne une caution, effectivement. Bon. Mais, je veux dire, par là, on ne peut pas dire que c'est une ouverture très grande, je dirais, vers ce que vous appelez la majorité multiple, diverse. Le nouveau centre fait partie de la majorité, Daubresse a aussi été nommé. Les Français se fichent qu'ils sont centristes ou pas. C'est la politique qui est menée. Non, mais les autres, peu importe. Aura relevé que François Fillon n'a pas changé de sa ligne, bien sûr. Il a mis en avant la rigueur budgétaire. Il a dit qu'il fallait se libérer des déficits, que c'est peut-être une priorité sur laquelle tout le monde pourra tomber d'accord ce soir. Mais de vertu budgétaire, d'ailleurs. Vertu budgétaire. Est-ce que, voilà, quand vous voyez ce qui se passe en Europe, en Grande-Bretagne, aujourd'hui, il y a des Anglais qui descendent dans la rue, à Londres, ce sont les étudiants, mais également au Portugal, avec cette journée de grève générale largement suivie, est-ce que vous n'êtes pas inquiet de ce climat social qui dégénère en Europe, dans ces pays, justement, qui ont adopté peut-être la politique de rigueur la plus avancée, dit Guillaume? Non, mais je pense que quand dans son discours, le Premier ministre dit, montrant du doigt comme vindicatif, ceux qui ont mis les jeunes dans la rue. Mais c'est quand même méconnaître ce que pensent les jeunes aujourd'hui, qui ont le sentiment depuis toutes ces années qu'ils n'ont aucune perspective, aucune possibilité de trouver un emploi. C'est ça la réalité. Et quand j'évoquais un instant revenir aux questions que se posent les Français, c'est pas de savoir si tel ou tel est déçu ou pas déçu. J'ai d'ailleurs constaté tout à l'heure au Sénat que les applaudissements des élus UMP étaient polis, que certains ne se sont pas levés, n'ont pas applaudi, mais ça c'est un autre débat. D'ailleurs le président du groupe UMP, à ma connaissance, ne s'est pas levé, n'a pas applaudi. Peut-être a-t-il une rancœur personnelle. C'est pas ça la question. C'est est-ce que cette politique va amener de l'emploi supplémentaire pour les Français? Non, elle est en échec. Est-ce que la nouvelle fiscalité va être meilleure? Oui, à condition de supprimer le bouclier fiscal et de faire un vrai impôt redistributif. Si la solution c'est de supprimer le bouclier fiscal et dans le même paquet cadeau de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, alors il n'y aura pas d'impôt juste et efficace. C'est bien ça la réalité. Mais si, c'est ça. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. Et enfin, lorsque l'on regarde comment les collectivités locales pas de nouvelle tranche d'impôt pour les revenus. Pas de nouvelle tranche d'impôt. C'est injuste. De taxer les revenus du patrimoine. Et c'est ça la grande réforme qui va être mise en œuvre. Mais là, nous pourrons nous retrouver. Et alors, Jean-René Lecerf voulait intervenir sur le climat social qui dégénère dans les pays qui sont étranglés budgétairement comme la France. Je pense que les difficultés ne viennent pas de la politique qui a été mise en œuvre par le gouvernement. Les difficultés, elles viennent de la crise. On se rend compte d'ailleurs que les régimes sont des régimes de gauche, de droite ou du centre. La crise, effectivement, elle sévit globalement sur l'intégralité des pays. Dans cette période de crise, il faut que le gouvernement, quel qu'il soit, ait une attention particulière aux problèmes de solidarité. Et ce que j'ai bien aimé, moi, dans le discours de François Fillon, par
par exemple, c'est le rappel de l'absolue nécessité de gérer la dépendance qui est un des problèmes essentiels aujourd'hui de notre société, qui est un problème auquel les conseillers généraux n'arrivent plus à faire face et auquel l'État s'attaque. Je crois que si Jean-Louis Borloo avait été Premier ministre, il s'y serait attaqué de la même manière. C'est pas le problème des hommes doit s'effacer devant les problèmes effectivement des impératifs. Là aussi, vous pourriez suivre Didier Guillaume, parce que vous savez combien coûte la dépendance dans votre département. Moi, je suis président de conseil général. Je pense qu'on ne peut pas continuer comme cela. Et sur le constat, je suis favorable. Le congrès des présidents de conseil généraux est tombé d'accord unanimement, ce qui est une bonne chose. Donc, une grande réforme de la dépendance, elle est indispensable. Et a priori, moi, je ne mets pas ça en cause. C'est pas ça la question. Je constate la politique qui est menée depuis maintenant 2 ans et demi, et que les annonces du Premier ministre tout à l'heure, si on les regardait individuellement, à mon sens, c'est un catalogue, ne sont pas forcément la bonne réponse aux défis économiques qui sont devant nous et aux défis de l'emploi. C'est ça la réalité. La réponse, c'est la question que vous posiez finalement. Pourquoi nous n'avons pas les événements aussi graves qu'en Angleterre, par exemple, en France? Parce que justement, depuis 2007, le gouvernement a mis en place une politique de réforme économique, de soutien à l'économie par l'investissement, d'ailleurs encore 35 milliards de l'emprunt qui vont être injectés, alors que les Anglais ont mis en place une politique, excusez-moi de vous le dire, et qui ressemble à celle qu'a proposé les socialistes et qui est un échec. Pourquoi on est moins bon que les Allemands? On peut comparer les Anglais, mais pourquoi notre commerce extérieur est nettement moins bon que celui des Allemands? Alors j'aimerais quand même des faux arguments. Regardons, regardons concrètement les choses, les mesures qui sont mises en place aujourd'hui. Justement modifier notre fiscalité en fonction de ce qui se passe en Allemagne et en articulation avec la fiscalité allemande. Il faut que cette fiscalité, elle soit juste et redistributive. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Et le bouclier fiscal, vous mettez vraiment longtemps à l'abroger. J'aimerais qu'on entende Jacqueline Gouraud sur les questions de fond qui ont été abordées par le Premier ministre pour sortir de la problématique du sang. Oui, non, mais j'ai expliqué tout à l'heure parce qu'il était question de Borloo, tout ça. J'étais dans la continuité de ce qui s'était dit. Je voudrais qu'on garde une minute pour parler de la justice, notamment avec Jean-René Le Serre. Oui, je voulais simplement dire une chose simple. Vous dites, qu'est-ce qui intéresse les Français? Vous savez, c'est assez simple. On ne peut pas dire, on maintient le bouclier fiscal. C'est pas possible dans la circonstance économique et sociale dans laquelle nous sommes. C'est incompréhensible pour les Français. Et je dirais que le président de la République plombe encore plus le discours du Premier ministre quand il annonce après aux sénateurs UMP on ne fera pas de tranche supplémentaire. La vraie annonce, c'est celle de Nicolas Sarkozy pour vous aujourd'hui. Pour François Fillon, je trouve que c'est pas très, comment dire, très aisé d'avoir cette déclaration du président de la République le même jour que son discours. Franchement, moi je trouve que c'est pas très habile. Je sais pas si c'est volontaire, si c'est un hasard, mais franchement, je trouve pas ça très habile. Et ça, les Français, ils vont retenir ça, je peux vous le dire. Et ça, je trouve que stratégiquement, malgré un certain nombre de choses avec lesquelles je suis tout à fait d'accord et qui sont annoncées, qui vont dans le bon sens, moi je pense qu'il faut faire effectivement un peu de rigueur, même si le mot fait peur, mais je rappelle que c'est quand même François Fillon qui avait eu le courage de prendre le mot. Bah oui, mais les mots, ça compte. Donc je crois qu'on ne se rend pas compte que aujourd'hui, il y a besoin d'une plus grande, comment dire, honnêteté, équité entre nos concitoyens. Allez, voilà qui est dit. Je voulais vous interroger, Jean-René Le Serre, sur ce qui a été dit concernant la réforme de la justice. On sait que le gouvernement veut introduire des jurés populaires dans les tribunaux correctionnels, mais là, il s'agirait de réduire le nombre de jurés dans les assises pour les affaires les moins graves. C'est pour rééquilibrer budgétairement? Vous savez, il y a un problème aujourd'hui de fonctionnement des cours d'assises, puisque les jurés populaires, il est extrêmement difficile effectivement de les trouver en nombre suffisant. Donc l'idée, moi je suis en train de travailler d'ailleurs à la demande de Xavier Bertrand avec Jean-Paul Garot sur ce problème-là. Nous avons effectivement un projet où il y aurait moins de jurés populaires en première instance en assises, il y en aurait autant en appel, mais on introduirait effectivement des jurés populaires ou des CEGEVIN. Le problème n'est pas totalement tranché. Les CEGEVIN étant quelqu'un dont la compétence a été vérifiée dans les tribunaux correctionnels et également, peut-être au niveau de l'appel d'ailleurs, et également dans l'application des peines. Et vous savez, je relisais un projet du syndicat de la magistrature d'il y a 25 ans. Il proposait des jurés populaires au niveau des tribunaux correctionnels. Donc c'est un thème sur lequel on peut peut-être trouver un large consensus. Alors, encore un bas, il y a des thèmes de consensus qui se dégagent, on verra pour la suite des débats. Allez. Aujourd'hui, moins de policiers
Moins de juges, ça c'est une réalité. Il y en a toujours plus qu'en 2002. Quand j'entends que la sécurité s'améliore en France, c'est ce qu'on voit à Marseille. Excusez-moi, les Marseillais ne pensent pas cela. C'est un événement particulier. Vous savez bien que la délinquance de voie publique baisse de façon considérable. La question du nouvelobs.com, je vous l'avais posée tout à l'heure, Monsieur Goujon. François Fillon, est-ce son jour de revanche? On regarde ce qu'ont répondu les internautes du Nouvel Obs. Non, à 61%. Vous êtes satisfait? Absolument. Oui, à 26%. Allez, on va écouter maintenant les commentaires de Jean-Daniel Lévy, le directeur du département Opinion d'Aris Interactive, mais juste après cette réaction à François Fillon de Gérard Collomb, qui était l'invité de Preuve par 3 tout à l'heure à 18h. On l'écoute. J'ai écouté le discours, puis j'avais l'impression que la gauche était au pouvoir jusqu'à présent, parce qu'il a fait un constat qui était terrible. Il a dit les déficits, c'est terrible, l'Allemagne...